Bonsoir à tous. Très cher Philippe Péninck, ce soir, nous consacrerons ce troisième épisode au domaine de la politique. Non sans la volonté de faire encore danser votre pouliche, malgré le sérieux qui caractérise ce sujet sensible. Le gourou, votre salarié, désireux en effet d'entrer en politique et sachant par ailleurs que cela a toujours été un peu son projet depuis le début, nous allons détailler son parcours politique ainsi que ses analyses bancales tout au long de ces dernières années. Il faut rappeler avant toute chose que le dépressif sénile est fier de dire et de répéter autour de lui qu'il est venu à la politique par la drague de rue. J'avoue ne pas savoir comment expliquer cette déclaration ahurissante, ni comment l'analyser. Comment la drague de rue m'a amené à la culture livresque et à la conscience politique. J'imagine mal qu'une chose pareille puisse être dite sur un plateau télé. Mais c'est ainsi, c'est lui-même qui le dit et l'assume. Cela permet toutefois de mieux comprendre pourquoi on en est arrivé là. Chez Mireille Dumas, il expliquera qu'il est passé de la drague de rue au Parti communiste, sauf que ce passage est des plus obscurs, puisque des journalistes ont essayé en vain de retrouver des traces de cette aventure politique. Je dis cela car le gourou est coutumier du mensonge et de la manipulation. Je vous rappelle ses déclarations hardies et osées sur ses prétendues études supérieures, ou tout simplement, pour ne citer qu'un exemple très récent, la mise en ligne du communiqué frauduleux de la FAPEC, etc. Il y a aussi le vol caractérisé des contenus de plusieurs sites, honteusement siphonnés par Égalité et Réconciliation. Tous ces antécédents fâcheux nous autorisent à douter de la véracité de ses propos. Il dit avoir appartenu à la cellule Paul Langevin au moment de la chute de l'URSS, c'est-à-dire début 90. Sauf que les versions divergent selon les sources. Certains parlent de milieu des années 80, d'autres 90, voire 1994. Un dossier presse, enfin il y a plein de sources qui divergent. Il devrait pourtant être simple, très simple, de trouver les cartes d'adhésion, avec les fichiers complets, les photos et les traces du règlement des cotisations, etc. C'est dire le flou qui entoure cette histoire, peut-être même cette légende. Nous oublions souvent de mentionner son soutien au délinquant Pasqua, voire même à Chevènement, puisque sa fiche Wikipédia indique qu'il a participé à un front regroupant, je cite, Pasqua, Chevènement, les communistes et les ultranationalistes. Passant d'un extrême à l'autre, il finira sa course au Front National. C'est un petit peu le parcours d'un Daniel Cohn-Bendit, dans toute une vie politique. C'est-à-dire qu'on commence à la gauche de la gauche pour finir à la droite de la droite avec toujours le même aplomb et tenez-vous bien les mêmes convictions politiques. D'ailleurs, on remarquera aussi un autre, on va dire, point commun, c'est que, bon, c'est vrai que Cohn-Bendit est pédophile, mais Alain Soral a des amis pédophiles assumés comme Gabriel Matzneff qui l'a défendu à plusieurs reprises. Bref. Mais à la rigueur, nous ne pouvons lui en vouloir politiquement, parce que, sachant qu'en réalité l'échiquier politique n'existe pas du tout, son apparente diversité étant factice et surfétatoire, destinée surtout à tromper les électeurs, puisqu'ils s'agitent et dansent tous au gré du même marionnettiste. Je ne peux par contre ne pas revenir sur les prétentions mégalos du gourou, puisque vérification faite, il semble qu'il n'ait jamais été le conseiller de Jean-Marie Le Pen et qu'il n'ait pas non plus écrit le fameux discours de Valmy. Magnéto Poupetto. Il n'a pas été conseiller politique personnel. Qui vous a dit ça? Lui-même. Lui-même? Enfin, il le dit, c'est ce qu'il dit. Enfin, ça veut dire quoi être conseiller politique? C'est quand on demande à quelqu'un son avis sur un sujet donné, il n'a pas été un conseiller politique, c'est quelqu'un qui est chez vous tous les jours. Ce qui n'a jamais été le cas avec Alain Soral. J'ai rencontré Alain Soral dans quelques circonstances, avec plaisir d'ailleurs. Nous avons bavardé, il m'a donné son opinion. Il n'a jamais été mon conseiller politique. Alors quand même, le discours de Valmy, c'est bien lui qui l'a écrit. Non, mais c'est pas vrai ça. Et les discours que je prononce ont souvent plusieurs collaborations différentes. Et c'est moi qui les façonne à la fin, parce qu'on travaille avec des collaborateurs. Oui, la suggestion de faire un discours qui marque l'attachement du Front National à la République française est peut-être une idée qu'il a lancée. Elle était d'ailleurs, je l'ai d'ailleurs adoptée. Elle n'avait de valeur qu'à partir du moment où je l'adoptais. Parce que des idées, j'en reçois par dizaines, par centaines des suggestions. C'était pourtant sa grande fierté. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, vous vous en doutez, c'est toute la période égalité-réconciliation, avec bien sûr en filigrane la volonté de drainer le plus grand nombre possible de Français d'origine africaine, maghrébins, noirs, etc., vers les urnes, avec bien sûr une consigne de vote en faveur du Front National. Il le dit lui-même et ne s'en cache pas. En somme, c'est un secret de polichinelle, alors que quand certains s'offusquent en l'apprenant, c'est vrai que ça paraît toujours étonnant.
C'était néanmoins sa stratégie depuis le début et c'est vrai qu'elle pouvait paraître séduisante aux yeux des Français d'en bas, résolument anti-système et n'aspirant ardemment qu'à une seule chose, tout faire tomber en raison de la gravité de la situation générale qui prévaut dans le pays et la durée insupportable de ce cirque UMPS. Cependant, quand on s'intéresse de plus près au Front National, surtout depuis son infiltration spectaculaire et ahurissante au cours de ces dernières années par la franc-maçonnerie, le lobby LGBT, ou tout simplement la LDJ, c'est-à-dire le lobby sioniste, on découvre alors que la vérité est tout autre. Si on fouille un peu plus, je l'ai expliqué parfaitement dans ma vidéo Félonie nationale censurée par Égalité Réconciliation, datant du 4 septembre 2014. On apprend que la CIA est derrière ce parti politique et que Jean-Marie Le Pen est très loin d'être antisémite, puisque c'est l'inverse que l'on découvre. Effectivement, le dernier livre explosif de Paul-Éric Blanru, intitulé Jean-Marie, Marine et les Juifs, fait des révélations fracassantes. Des amis très proches du menhir sont juifs, dont le sioniste Sylvain Gérard, c'est vraiment un ami proche, l'animateur télé Serge Moati, ou la chanteuse ultrasioniste Rika Zaraï, et j'en passe. Nous apprenons qu'il avait déjà reçu, il y a plus de 10 ans, Éric Zemmour à la Trinité-sur-Mer. Nous apprenons aussi que parmi les politiques qu'il a lancés dans des élections locales, on dénombre des hommes très proches de l'entité sioniste scélérate, puisque très actifs dans des associations et autres mouvements clairement pro-israéliens. Prenons par exemple la page 63. On apprend que Michel de Camaret, diplomate et conseiller politique auprès de l'OTAN, a été introduit en politique par Le Pen. C'est un ami intime du général de Bénouville, homme lige de Marcel Dassault, dixit Paul-Éric Blanru. Toujours à la même page, nous apprenons que l'un de ses directeurs de cabinet, Jean-Marie Le Chevalier, a été avant lui directeur de cabinet de Jacques Dominati, membre du comité d'honneur de l'Alliance France-Israël. Mieux encore, on pourra trouver en 1979 sur les listes européennes, en position non éligible, un ancien membre de l'Irgun. L'Irgun répond de Emmerdinger, Robert de son prénom. La liste est encore longue, je vous laisse la découvrir dans le dernier ouvrage de Blanru, Jean-Marie, Marine et les Juifs. Cependant, cher Philippe Péninck, c'est là que votre rôle intervient, puisque vous êtes l'homme qui a fabriqué Alain Soral, politiquement parlant. On y reviendra, mais auparavant, nous commencerons par vous présenter, car c'est assez spectaculaire et fort de café. Vous êtes, comme je l'ai déjà expliqué, un avocat d'affaires. Vous avez défrayé la chronique l'année dernière dans l'affaire Jérôme Cahuzac. On apprend par les journaux que vous avez été celui qui a permis l'ouverture du fameux compte bancaire chez UBS en Suisse en 1992, c'est-à-dire un compte étranger pour y dissimuler un pactole destiné à échapper à la vigilance du Trésor public français, car je ne vois pas d'autre raison pour ce genre de montage financier. Alors, je rappelle l'affaire Cahuzac, c'était le ministre du Budget qui a fait de l'évasion fiscale. C'est quand même le pompon là, et c'est le top du top. Au-dessus, c'est pas le soleil, c'est une autre galaxie. Hein. Donc c'est le ministre du Budget qui est censé combattre l'évasion fiscale, qui avait un compte en Suisse pour faire de l'évasion fiscale, sachant que c'était un très proche du cabinet des vins en politique, c'est un chirurgien, et qu'il a servi crapuleusement Big Pharma pendant des années. Voilà qui est Jérôme Cahuzac. Donc, si je comprends bien, et là, j'éprouve le plus grand mal, vous êtes un patriote français d'extrême droite, imbu des principes de la droite des valeurs, votre slogan, dont le métier tout au long de ces dernières années a été de faire échapper au contrôle fiscal des sommes assez astronomiques. Faut dire que celle-là, il fallait l'oser, hein, franchement. Donc, bien sûr, on me dira, oui, c'est totalement légal d'ouvrir des comptes. Ce qui est illégal, c'est de mettre de l'argent frauduleusement, pour frauder le fisc. Oui, bien sûr, on va tous en Suisse ou au Luxembourg ouvrir des comptes. C'est connu, bien sûr. En fait, vous êtes tous des clowns et je suis enclin à dire que le Front National, c'est un cirque, le cirque Zavata. D'ailleurs, tiens, Zavata était lui-même franc-maçon. Pourquoi donc parler de maçonnerie, me diriez-vous? Tout simplement parce que Jérôme Cahuzac était franc-maçon, et l'est toujours, du Grand Orient de France, et que vous êtes, cher Philippe Péninck, son ami intime depuis très longtemps, plus exactement depuis la fac. Vous passez vos vacances ensemble à la Bolle ou sur la Côte d'Azur, en famille, à jouer au golf à vos Crescents, et même à investir en commun dans des mines d'argent au Pérou. Tout ceci est écrit dans les journaux. C'est quand même cocasse, ne trouvez-vous pas?
qu'un militant d'extrême droite, qui plus est conseiller occulte de la patronne du Front National, soit l'ami intime d'un franc-maçon dégénéré de surcroît membre du Grand Orient de France, le pire ennemi historique de la droite extrême patriotique. De surcroît ministre du gouvernement traître socialo. C'est le pompon, cher Philippe. Qui peut faire mieux comme montage intellectuel aussi paradoxal? Moi j'en connais personnellement, c'est en général les maçons et les banksters. Mais pire que tout, dès que cette sordide affaire Cahuzac a été éventée par les médias, ce sont les déclarations ahurissantes et osées de Marine Le Pen qui sont choquantes, puisque magie de la politique politicienne, elle demandait froidement la démission de tout le gouvernement, la dissolution de l'Assemblée, et j'en passe. Magnéto Poupetto. Personne ne peut imaginer une demi-seconde que le président de la République et le chef du gouvernement n'étaient pas informés depuis plusieurs semaines de la réalité des faits qui étaient reprochés à M. Cahuzac. Il devrait démissionner son gouvernement et il devrait dissoudre l'Assemblée nationale pour qu'encore une fois les Français puissent avoir le dernier mot et pour pouvoir recréer un lien de confiance entre le peuple et sa classe politique. Alors que, comble de l'ignominie, c'était son conseiller le plus proche qui avait ouvert le compte du ministre du budget fraudeur et qu'elle savait tout depuis le début, c'est-à-dire vous-même Philippe Péninck. Il aurait été plus intéressant et juste et sage qu'elle demandât votre démission, cher Philippe, parce que là franchement c'est pathétique votre cirque. Là où vous imprimez votre touche savante, cher Philippe, c'est lors de l'éviction de votre poulain aux élections européennes de 2009 des listes du Front National. Il claquera à la porte du parti avec éclat et même avec violence puisqu'il écrira sur son site internet Égalité Réconciliation le 1er février 2009 un texte intitulé Marine m'a tué, avec cette faute d'orthographe légendaire faisant référence à l'affaire Omar Haddad. Ce texte qui défile à l'écran est extrêmement violent envers le nouveau Front National, dont la présidence sera dévolue prochainement comme en héritage à Marine. Les dynasties politiques n'existent pas qu'en Afrique. Résumons-nous. Il tient Marine pour responsable de son éviction, ce qu'il appelle une gabegie et se déclare victime d'un complot fomenté par elle-même ainsi que son compagnon Louis Alliot. Il traitera ce dernier d'Enrico Macias de Perpignan, rien que ça. Quant à la bande à Marine, il la traitera en ces termes, je le cite, cet agglomérat de multitransfuges, de marchands du temple et de cages aux folles. Pas mal. Il appuiera sur le fait que Marine manque d'autoritarisme et qu'elle est inapte au pouvoir car elle ne l'a pas conquis mais reçu en héritage. Pour finir par la phrase, elle est inapte à exercer le pouvoir pour ne l'avoir pas conquis et que son autoritarisme consistait à couper des têtes pour ne s'entourer au final que de courtisans et d'imbéciles. D'ailleurs, c'est la stratégie qu'a réalisée Soral à la tête d'Égalité Réconciliation, puisqu'il n'y a absolument plus de cadres dans cette association, hormis quelques-uns, mais c'est très loin d'être suffisant. Enfin, il enfoncera le clou en assimilant le marinisme social à l'antisionisme du PS ou au gaullisme de l'UMP, autrement dit un oxymore. Analyse très juste et objective de ce qu'est le Front National de 2009, sauf que, comme toujours, Soraël a le chic de pilpoliser à volonté, puisque le 9 février, 8 jours, le 9 février suivant sur RMC, 8 jours seulement après ce texte, dans l'émission des Grandes Gueules, il sera l'invité surprise qui, au téléphone, interviendra dans l'émission de Marine Le Pen. Son passage apparaît tellement extraordinaire, tellement époustouflant, lorsque l'on prend le temps de lire son fameux texte « Marine m'a tué », écrit 9 jours avant, que j'estime vraiment nécessaire de le passer ici et maintenant. Magnéto Poupetto. Alors, au minimum. D'accord, Marine Le Pen, vous restez avec nous parce que c'est le coup de fil dans les GG, le coup de fil surprise. Et pour vous, Marine Le Pen, en direct dans les Grandes Gueules, nous avons Alain Soral avec nous. Ça m'a étonné. Qui rate une occasion de se faire de la pub. Vous savez bien que nous, on a un mauvais esprit en plus. Alain Soral, bonjour. Lui aussi, parfois. Bonjour. Merci d'être avec nous, Alain Soral. Il faut rappeler pour ceux qui avaient loupé les derniers épisodes qu'Alain Soral avait rejoint le Front National pendant la campagne présidentielle et qui vient de quitter le Front National, Alain Soral. Oui, j'ai quitté le Front National, mais c'est absolument pas pour m'opposer à lui. Je dis et je le répète haut et fort que le Front National est le meilleur mouvement d'opposition politique en France et que j'irai voter dans le Sud-Ouest aux européennes pour le Front National. Je vais simplement rappeler un extrait de votre lettre ouverte que vous avez donc écrit il y a peu de temps et puis ensuite vous poserez une question directement à Marine Le Pen. Voilà ce que vous écriviez: pour mettre le front en ordre de bataille afin d'aller collaborer à la réélection de Nicolas Sarkozy, la bande à Marine doit impérativement liquider ce qui faisait le front de papa, virer tous les opposants authentiques du système, qu'ils proviennent de la vieille droite des valeurs ou de la vraie gauche sociale, qui est votre cas, Alain Soral, c'est ça? Oui, mais ça, c'est des...
Quand je suis à l'intérieur du Front National, je m'engueule avec Marine Le Pen. À l'extérieur, face à vous et face à vos méthodes, je la soutiens inconditionnellement. J'estime qu'elle fait un très bon travail. Et ce qu'elle vient de dire tout à l'heure sur le plan économique, social, sur la confusion entre lutte contre l'immigration et racisme, qui est très pervers, je suis 100% d'accord avec ce que je viens d'entendre et ce qu'elle vient de dire, et c'est totalement maligne. D'accord, mais Alain Soral, pourquoi est-ce que vous n'êtes pas candidat aux européennes finalement, parce que vous êtes d'accord sur plein de choses? Mais ça, ça c'est les problèmes de pesanteur d'appareil. Je pense effectivement que j'aurais été un meilleur opposant à M. Besancenot, notamment en Ile-de-France, que celui qui a été choisi. J'ai quitté le Front National pour pouvoir continuer à me battre pour des idées qui sont par ailleurs exactement celles que vient de défendre Marine Le Pen à l'antenne, et je la soutiens inconditionnellement dans ce combat. D'accord, mais pourquoi est-ce que vous n'êtes pas candidat aux européennes? Bah, c'est pas lui qui décide, le pauvre. Oui, mais alors pourquoi est-ce qu'on l'a écarté? Bah, c'est-à-dire, il y a une Parce commission. que vous êtes tous raccords. Oui, visiblement. mais écoutez, il y a une commission d'investiture. On peut pas mettre plusieurs pieds dans la même chaussure. Donc, dans cette commission d'investiture, il y a un certain nombre de gens qui ont défendu la candidature d'Alain Soral pour la 2e place. Il y en a d'autres qui ont soutenu un autre choix. Mais en l'occurrence, ça n'est pas de la faute d'Alain. Tout ça ne sont que des détails par rapport aux menaces qui pèsent sur la France. Et moi, je me suis retiré du front, c'est absolument pas pour lui nuire, mais parce que je ne pouvais pas lui servir à grand-chose de l'intérieur. Et là, je le dis à Marine, je lui souhaite bonne chance dans ce combat pour les européennes. 2, je trouve que ce qu'elle vient de dire est exactement ce qu'il faut dire. Vous êtes en train de vous réconcilier, Alain Soral, vous regrettez vos propos alors? Absolument pas. Ah bah vous dites mais deux moi, choses différentes. Je suis à droite des valeurs, c'est-à-dire que je m'engueule avec Marine au front. Non, c'est une lettre ouverte. 100% solidaire. Alain Soral, non, c'est une lettre ouverte. Une lettre ouverte, par définition, c'est pour justement que ça soit lu publiquement et à l'extérieur du Front National. Et là, tout d'un coup, vous changez un peu. Là, vous êtes non, pas du tout, pas du tout. Je rejoins le Front National pour entendre les idées que Marine Le Pen vient de proférer sur l'économie, la manipulation de l'immigration. On fait croire qu'on parle de racisme alors qu'on parle en réalité de dumping social. Et j'avais rejoint le Front pour entendre exactement et que soit plus souvent dit exactement ce que vient de dire Marine. Le reste, c'est des histoires de cuisine interne, d'engueulade. Mais ne comptez pas sur moi pour devenir un opposant du Front. Ah non, mais c'est pas ça. Que je n'ai pas il peut y avoir 2 lignes. Dans les partis, dans les partis démocratiques, il y a plusieurs lignes. On peut avoir des divergences. Je suis un peu plus à gauche que Marine sur des questions, peut-être effectivement par rapport aux Français musulmans, etc. Mais moi, je suis parti du front pour des raisons, je dirais, parce que je mettais la morale avant la politique. Mais je pense que sur le plan politique, les arguments de Marine étaient les bons. Et qu'à la limite, elle est plus politique que moi. Oui. Donc de toute façon, je dirais en gros, par rapport aux échéances européennes et aux échéances du front, c'est elle qui a raison. Vous voyez, moi je sais pourquoi je suis parti, Alain... je sais aussi, ne comptez pas sur moi pour proposer à Marine dans les médias. Moi je crois qu'Alain est un homme libre et qu'à la limite, il a peut-être, c'était peut-être l'erreur, c'était en fait de vouloir s'intégrer dans une structure qui a elle-même son histoire, parfois même ses pesanteurs. Donc je veux dire qu'Alain Soral, qui a des vraies idées sur toute une série de choses, des vraies idées intelligentes, monte son propre parti et fasse comprendre à toute une série du peuple, à toute une partie du peuple de gauche que il faut être patriote parce que la nation est justement la structure la plus performante pour assurer la sécurité, la prospérité et l'identité des peuples, ne me paraît pas être une mauvaise idée. Vous allez monter un parti alors? J'ai monté une petite association qui s'appelle Égalité et Réconciliation et qui effectivement essaie de réconcilier les gens de gauche et les gens issus de l'immigration avec l'idée de nation. Voilà. Et en cela, mon travail est complémentaire de celui du Front. Il se trouve qu'il sera plus facile à faire à l'extérieur qu'à l'intérieur pour des raisons de pesanteur d'appareil. Et vous serez vous-même candidat aux européennes? Là, on va peut-être un peu vite. Mais comme moi je vis dans le sud-ouest, je vais pouvoir voter Front National dans ma région. Donc je n'aurai même pas de conflit d'intérêt avec la tête de liste en Ile-de-France, puisque je ne vote pas en Ile-de-France. Et je voudrais saluer le courage de Marine, parce que je pense que c'est très difficile dans ce monde médiatique très hostile d'être un militant du Front. Et face à l'ennemi, je serai toujours un solidaire des militants du Front National. Merci Alain. Vous n'êtes pas une victime. Je t'embrasse Marine. Au revoir Alain. Donc, vous l'avez tous entendu. Marine fait du très bon travail et qu'il est hors de question de condamner le Front National. Il dit même qu'il la soutient sans condition, dixit Sorael, ce qui est très très fort lorsque l'on veut témoigner son appui à quelqu'un et faire passer un message. Il devient complètement ridicule et risible lorsqu'il dit qu'il se donne le droit de la critiquer en interne et certainement pas sur l'antenne de RMC. Oubliant que sa fameuse critique précédente en interne a été postée sur le site de ER et donc visible par tous. Sans oublier la conférence de presse dans laquelle il a invité des journalistes et qu'il a diffusée sur le net. Elle défile actuellement sous vos yeux. Ce n'est donc plus de la critique interne, c'est de la critique interne nationale, puisque la planète entière a accès au texte Marine Mathieu maintenant. Il
faut vraiment être timbré pour faire preuve d'une telle versatilité et surtout de dire une connerie pareille et de se ridiculiser à ce point. Vous voyez bien qu'il ne faut jamais faire de politique, ça rend bête. Du coup, de deux choses l'une, soit il est schizophrène et réellement atteint du syndrome de la double personnalité, le docteur Jekyll ayant écrit le texte et Monsieur Hyde passant à l'antenne de RMC, soit il faut chercher ailleurs les raisons provantes de ce revirement spectaculaire. Et c'est là, cher Philippe Pénin, que pour ma part, je vois se dessiner l'empreinte de votre patte. Je m'explique. Soral s'emporte, il écrit son texte et il publie sans votre aval. Pour calmer les choses, vous passez derrière et vous le convainquez que pour rattraper le coup, il serait judicieux de ne pas aller trop loin, d'essayer de faire des mamours à Marine. Il est évident qu'il a écouté vos précieux conseils, puisqu'il terminera sa prestation pathétique sur RMC par un pitoyable « Je t'embrasse, Marine ». Ainsi, il a commencé son cirque avec le Front National, toujours par votre intermédiaire, et nous avons vu le résultat dernièrement avec les sorties ultra-sionistes et criminelles du franc-maçon Emmerich Choprade, autre récente recrue maçonnique et sa batailliste du franc. Regardez ma vidéo, la mascarade Choprade, ainsi que celle concernant son maître spirituel François Tual, grand maître du rite de Memphis Misraïm, franc-maçon de son état, sa batailliste. Tout ceci a terminé. D'ailleurs, comme il fallait s'y attendre en procès pour injure publique, un grand classique soraélien. Sans oublier, petit aparté, l'avocat clownesque, franc-maçon Gilbert Collard, qui vient de recevoir les félicitations de la LDJ pour sa défense assez ridicule de l'entité sioniste scélérate. Ce qui va nous permettre maintenant de parler opportunément de la LDJ. J'en ai déjà parlé dans le webisode hors série dans lequel je vous posais la question, cher Philippe, du pourquoi de la présence de la LDJ dans le rassemblement BBR du Front National en novembre 2006, dans lequel Dieudonné était passé vous rendre visite. Il est vrai que vous entretenez des liens plus qu'étroits avec son patron Jean-Claude Nataf, les photos faisant foi. N'est-ce pas merveilleux tout ceci, l'extrême droite qui fricote avec le lobby sioniste? Ceci ne peut être que le résultat de manœuvres maçonniques occultes et je vous soupçonne d'en être. Cher Philippe, si une personne disposant d'une information pertinente à ce sujet, pouvez-vous avoir la gentillesse de nous contacter, ce serait parfait. Merci d'avance. Concernant les analyses géopolitiques du gourou, il faut dire qu'elles manquent cruellement de finesse et de profondeur, notamment en ce qui concerne la Russie, la Syrie ou la Libye. La Libye de Kadhafi a été massacrée, totalement détruite par l'OTAN et l'Union européenne. Kadhafi a été tué d'une façon ignoble et le désordre y règne depuis que Sarko et Botul ont organisé ce massacre. Nous savons tous que le désordre engendre plus de morts qu'une guerre. Pour ma part, mes positions concernant Kadhafi ont été très claires dès le début. C'était une vraie crapule qui travaillait avec la franc-maçonnerie et j'en veux pour preuve ses liens étroits avec Berlusconi ou Luis Rega dit le sorcier, tous deux membres de la loge P2 et avec qui il a organisé un trafic d'armes, un commerce d'armes plutôt. On sait que la P2 était liée à la CIA, Licio Gelli, l'assassinat de Albino Luciani, le pape Jean-Paul Ier, etc. Donc la P2 était liée à la CIA et à l'OTAN et servait à entretenir la terreur grâce à la stratégie de la tension ou du stay behind. Tout le monde sait ça, c'est connu de tous. C'est écrit dans des dizaines de livres, anglais, italiens, français, etc. Des écoutes téléphoniques ont prouvé que Kadhafi et Berlusconi participaient à des orgies mémorables et qu'il aurait pris part au parti de Bunga Bunga avec son ami italien, friand de prostituées maghrébines mineures, voire l'affaire Rubygate. J'ai donc clairement identifié le félon Kadhafi, et j'ai bien eu raison puisque nous apprenons aujourd'hui qu'il avait financé la campagne électorale présidentielle de Sarkozy à hauteur de 40 millions d'euros. Et ça, c'est pas moi qui le dis, ce sont les salariés, les représentants de Kadhafi qui le disent, les patrons des services, etc. Comment peut-on imaginer qu'un leader musulman accepte de financer la campagne électorale d'un des pires ennemis de l'islam en considérant la façon avec laquelle a été traitée la communauté française musulmane durant le quinquennat Sarko? Est-il utile de rappeler le débat sur l'identité nationale, les lois sur le voile ou tout simplement la stigmatisation continue des musulmans pendant son règne? On a l'impression en 5 ans qu'il ne parlait que de ça. Ceci dit, il est évident que l'on n'acceptera jamais qu'un bombardement contre la Libye et son peuple se fasse, quel que soit le président en exercice. On n'acceptera jamais qu'un bombardement soit mené et exécuté en notre nom. Cela, malheureusement, peu de gens sont capables de le comprendre. Et vu que Sorael et ses analyses bancales omettent toujours de donner ce genre de détails, la confusion règne dans les esprits. Le monde n'est pas binaire, noir ou blanc, il est autrement plus complexe et subtil.
Kadhafi n'a été que le pion d'un système qu'il dominait et qui le contrôlait et qui a décidé de s'en débarrasser le moment venu. Il n'avait absolument rien de musulman, ni par son comportement déviant connu de tous, dont notamment le culte voué à sa personnalité et à l'apparence de son physique sans cesse remodelé par la chirurgie esthétique, ni encore moins par ses politiques compromettantes et souvent déroutantes menées avec l'Occident. Nous pouvons rencontrer exactement le même type de débat concernant la Syrie de Bachar el-Assad. Encore une fois, j'ai réalisé une conférence et des vidéos pour expliquer que Bachar el-Assad, issu d'une famille alaouite, qui a hérité du pouvoir de son père Hafez. Elle est issue d'une secte sabbataïste et a hérité d'un pouvoir maçonnique. Je ne peux pas être plus clair que ça. Malheureusement, encore une fois, l'analyse du gourou est binaire, quitte à faire passer Bachar pour un héros et une victime, la seule victime étant évidemment le peuple syrien. Et quand on voit les images de la Syrie aujourd'hui, on comprend. Aucune nuance dans le discours malgré les preuves nombreuses de la supercherie de cette famille au pouvoir en Syrie depuis des décennies. Il suffit de visiter la Syrie une seule fois pour comprendre le délire alaouite des Assad, avec leurs photoportraits de 200 mètres carrés partout, sans oublier les massacres de Hama dans les années 80, etc. Dire cela, ce n'est pas jouer le jeu du Qatar et de ses dirigeants félants, c'est trop facile. Il faut juste décrire la réalité des choses sans tenir au réel afin d'essayer de mieux comprendre. Souvent, je recevais les critiques des propos tenus par le gourou sénile, comme si je pouvais être tenu responsable de ce que je n'ai jamais dit. Ce n'est pas parce qu'on est relayé sur un site quelconque que l'on est sur la ligne éditoriale de ce site. C'est tout de même ahurissant d'avoir à signaler ce genre de choses. Chacun doit prendre la responsabilité de ses propos et de ses choix. On ne pourra jamais être tenu responsable de ce que les autres disent ou font, d'autant que franchement, je n'ai vraiment pas de difficulté à avouer que j'ai eu tort, alors que le gourou, bonjour le mea culpa, vous pourrez attendre longtemps. Concernant la Russie, c'est encore pire, puisque l'on nous présente Vladimir Poutine comme un héros sauveur du monde. Il faut arrêter. Il est évident qu'en ayant été dans les services secrets russes depuis toujours, il est au courant de bien des choses et depuis très longtemps. Pourtant, il n'en dit rien. Je préfère de loin la position de Pierre Hilard concernant Poutine, puisque ce dernier, nous le savons, est citoyen d'honneur de la City, la capitale mondiale de l'usure et des banksters, au même titre que George Bush Jr. d'ailleurs. C'est curieux, non? Il faut bien savoir que la City est totalement indépendante de Londres et possède un pouvoir absolu. N'oublions pas que la Russie fait preuve d'une forte et irrésistible inclination à la modernisation. Il suffit de regarder leur télé pour s'en convaincre. Pire encore, l'organisation stupide et coûteuse des Jeux Olympiques de Sotchi démontre que la Russie de Poutine fait partie du nouvel ordre mondial, l'ordre du pain et du cirque. Est-il utile de rappeler les liens plus qu'étroits qu'entretient Poutine avec l'entité sioniste scélérate? Encore une fois, c'est pas noir ou blanc, c'est plus subtil que ça. La stratégie la plus intéressante du système pour gagner la guerre, c'est justement de créer la confusion. Je pense que la démoralisation et son corollaire, la lassitude, sont plus importants. Mais il est vrai que la confusion crée une inaptitude dans le cerveau des peuples à comprendre ce qu'il se passe et à saisir les enjeux, voire identifier et désigner l'ennemi réel. Il est aussi très important de ne pas se livrer à des conclusions hâtives et à des synthèses à chaud. Il faut attendre que les choses se clarifient, et le temps est souvent un facteur de bonification dans l'analyse et le jugement. Il faut avoir l'humilité de se dire « je ne comprends pas ce qui se passe, je vais donc attendre avant de prendre une décision ». Quant à la volonté actuelle de monter un parti politique réconciliation nationale, blabla, je le rappelle encore une fois, c'est une totale hérésie intellectuelle. J'en parle maintenant depuis des années, depuis que j'ai découvert sur le site d'Étienne Chouard le texte lumineux de la philosophe Simone Weil, et non de son homonyme l'avorteuse. Hein. Donc la philosophe Simone Weil qui a écrit une petite brochure intitulée « Notes sur la suppression générale des partis politiques ». Le hic, c'est que Soraël, le gourou, connaît parfaitement ce texte. Il sait très bien qu'un parti politique est une hérésie, une folie intellectuellement parlant. Un parti politique, c'est l'enfermement des cerveaux et l'empêchement violent quasi dictatorial de penser par soi-même, puisque l'on est censé servir l'objectif du parti. La philosophe Simone Weil a détaillé parfaitement tous les mécanismes de pouvoir mentaux des partis politiques et a prouvé d'une façon extrêmement simple et limpide que c'est totalement stupide et débile. Ce texte assez court est disponible gratuitement sur le site d'Étienne Chouard. Lisez-le de grâce. Sans mettre le philosophe Alain, d'ailleurs entièrement d'accord avec elle, voyez juste le cirque politique français actuel, ou d'ailleurs les autres pays occidentaux ou maghrébins, c'est partout pareil,
pour comprendre que l'existence des partis politiques n'est rien d'autre qu'un sabotage de la vie publique. Combien de fois avons-nous remarqué qu'un politique de gauche critiquait une décision de droite, même si elle était judicieuse et bonne pour le peuple et vice-versa? Cette mascarade particratique sert aussi à gagner du temps, remplir les espaces médiatiques et à dilapider les ressources de la nation. Mais personne ne s'en soucie. Les hommes politiques sont pour ainsi dire en campagne permanente, car ayant été élus la veille, ils commencent déjà dès le lendemain à préparer la campagne électorale suivante, sans parler du temps qu'ils consacrent durant pratiquement toute une année à organiser meetings et visites, ce qui les empêche de faire le travail pour lequel ils ont été élus et pour lequel ils sont grassement payés. Franchement, pour ceux qui connaissent un peu comment fonctionne le système politique, comme j'ai eu à le découvrir à Marseille au cours de mes activités associatives, ainsi que lors de ma législative en 2012, il est impossible et inconcevable de faire quoi que ce soit pour faire bouger les choses de l'intérieur, c'est-à-dire en jouant le jeu, car tout est verrouillé. Chaque politique dispose de son réseau de clientèle, qu'il a grassement payé, rémunéré ou remercié et qui lui restera fidèle lors de toutes les campagnes suivantes. Pour ce faire, ils offriront la priorité à leurs toutous, des appartements, des CDI et que sais-je encore au niveau de la municipalité ou du conseil général. D'autres exigeront des retours sur subventions ou carrément des enveloppes lors d'attribution d'appartements. C'est la corruption pure et simple. L'affaire de la franc-maçonne Sylvie Andrieux en est un exemple patent et extraordinairement limpide quant au fonctionnement de ce clientélisme politique. Alors on peut citer aussi l'affaire de Serge Dassault, exactement de la même manière à Paris. Cet argent servira à créer des caisses noires afin de pouvoir faire de belles campagnes d'affichage agressives comme celles que nous avons connues en 2012. Car si le budget de la campagne est limité à 70 000 €, il est évident que certains ont dépassé largement ces montants. Il est impossible de rivaliser avec ces voyous qui de surcroît cultivent une certaine connivence avec les médias qui ne cessent de les inviter sur les plateaux télé ou de les interviewer dans les journaux locaux, ce qui ne sera jamais notre cas. On l'a vu pendant ma législative. Ce qui est déconcertant et inquiétant, c'est que le gourou le sait. Et dans une conférence avec Gabriela Dinolfi réalisée à Nice le 10 mars dernier, 2013, il expliquait dans le détail l'absurdité d'une telle décision et ses conséquences. Magnéto, Poupetto. J'ai déjà dit non, franchement. J'ai dit pourquoi. J'ai dit d'abord parce qu'on ne fait pas le poids, parce que la politique est quelque chose de très très pervers, que si je me rentrais en politique, je serais un concurrent du Front National, donc ça ne servirait pas à grand chose, et on me mettrait dans cette case, évidemment, par tous les moyens. Que surtout, ce que j'ai expliqué, c'est que la politique, c'est une manière de faire rentrer de l'argent par le financement public des partis politiques, ce qui est très pervers. Et il faut de l'argent pour que ça fonctionne. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, il y a des élections locales, c'est là où on peut gagner de l'argent. C'est-à-dire que toi, je vais te demander de te présenter dans ton coin sous l'étiquette égalité-réconciliation. Le jour où je vais faire ça, je suis un salaud, je vais foutre ta vie en l'air, je le sais. Tu vas avoir tes gosses qui vont se faire agresser à l'école, on va crever les pneus de ta bagnole, tu vas peut-être être obligé de déménager. Il y a des gens qui m'ont pas cru quand je leur ai dit ça. Il y a une médecin marocaine qui était à Bruxelles et qui m'a dit « C'est très beau ce que tu fais, l'égalité et la réconciliation, tout le monde peut être pour, je vais organiser une conférence de toi là-bas, mon frère est député socialiste, je risque rien. » Ils ont menacé ses gosses à l'école, ils ont cramé sa bagnole, elle a fait un cancer du sein, une dépression nerveuse. Et j'ai plus de nouvelles d'elle, tu vois. Et je lui avais dit de pas le faire, tu vois ce que je veux dire. Moi, j'ai horreur des salopards de 50 ans qui poussent des jeunes de 20 ans à aller se faire buter ou à faire des conneries, parce que moi, me rapporte quelque chose. Je fais de la formation parce que je peux le faire, des conférences, de la réconciliation, du réseau, de l'édition, etc. Faire de la politique politicienne, c'est de toute façon du mensonge professionnel. Ce n'est que du compromis. C'est, en dernière instance, si tu veux exister et grandir, une usine à pognon, avec une logique qu'il faut que tu comprennes, et qui est très très mécanique et très comptable, de nombre de votes, machin, en fonction du nombre d'inscrits, combien d'euros par votant, etc. Et ça demande surtout, à chaque élection locale, d'envoyer des gars de R au casse-pipe, c'est-à-dire à vous mettre votre gueule sur une affiche, etc. Or, nous sommes dans le collimateur du système, il faut le savoir. Encore plus que le Front National. Et je ne veux pas foutre vos vies en l'air pour le plaisir, moi, d'exister, de rentrer du pognon. Je trouve ça très malhonnête. Je reprocherai jamais à Le Pen d'avoir fait le parcours qu'il a fait, c'était une autre époque, etc. Mais je sais, puisque j'ai été au Front National, comment fonctionne un parti politique. Le Front National a failli disparaître pour des raisons simples, pour des raisons comptables. C'est qu'à un moment donné, ils ont fait moins de 5% à une élection, et ils ont failli déposer le bilan. Ils avaient heureusement un trésor de guerre qui était le paquebot, qui leur a permis d'avoir un crédit relais et d'arriver finalement à le vendre. S'ils n'avaient pas eu ce truc-là, ils auraient disparu. Ce qui veut dire que ce qui aurait fait disparaître le Front National, dans une période où toutes leurs idées sont en hausse, c'est d'avoir fait moins de 5% à un moment donné à une élection. Tu vois ?
avec des problèmes de prêts bancaires, etc. Donc la politique est très liée à l'argent, est très liée au compromis, est très liée à beaucoup de tactiques. Et il y a tellement de tactiques qu'à la fin, il n'y a plus de stratégie. C'est-à-dire que il faut déjà survivre au jour le jour. On est toujours obligé de répondre du tac au tac à des questions sociétales immédiates. Est-ce que je vais à la manif pour le mariage pour tous ou est-ce que j'y vais pas? Je vais dire même un truc orgueilleux, j'ai trop de talent pour faire de la politique. Je pense que c'est un truc de médiocre, sauf en période révolutionnaire. Moi, je suis un peu un artiste aussi, et c'est un truc d'avocat, la politique. Moi, je suis un écrivain, j'ai écrit 11 bouquins, dont des romans. Je pense avoir un peu de classe et un peu de talent, et j'en ai trop pour faire de la politique. Je laisse ça à des avocats ratés, et à des gens qui aiment le pognon, etc. Voilà. Et surtout, je donne un instant, je ne veux pas vous foutre dans la merde. Et je vous garantis que si on part en politique et que je joue sur votre naïveté, je vais foutre la vie en l'air de la moitié d'entre vous. Hein. Et je le sais pertinemment. Et là, on aura beaucoup plus d'emmerdes qu'on en a déjà. Hein. Et en plus, on n'est même pas sûr de faire des scores, parce qu'en réalité, c'est pas parce que les gens aiment bien ce qu'on fait, qu'ils regardent les vidéos, etc., qu'à un moment donné, dans une élection, ils prétendent toujours voter utile. Et puis en dernier instant, je vais vous le dire, je ne suis pas démocrate. Hein, je pense qu'il est honteux de prendre le pouvoir par les urnes. Dans une autre vidéo, on le voit insulter les politiques en les traitant de mauvais avocats ratés, ne servant qu'à se faire du fric, etc. Magnéto, Poupetto. La politique politicienne, je parle en période de paix, pas en période d'héroïsme guerrier, est une activité, pour moi, de médiocre. J'ai bien trop de talent pour faire de la politique. C'est une activité, dans les démocraties post-industrielles avancées, c'est une activité qui est faite pour les avocats. Ce sont deux raisons pour lesquelles je ne peux pas en faire. Je suis très peu doué pour le mensonge parce que beaucoup trop émotif et beaucoup trop talentueux pour attendre, comme M. Alliot, 10 ans à passer dans le lit de Marine Le Pen, ce qui est quand même une forme de courage, pour finir député européen. Encore une fois, le toxicosénile subutexomane excelle dans le pile-poule en disant une chose et son contraire à peine 1 an d'intervalle, sans que cela n'émeuve ni ne choque grand monde. C'est du Soraël en mode auto-reverse. Sinon, comment expliquer que les vérités d'hier deviennent les mensonges d'aujourd'hui? Il n'a eu pour résultat que de décrédibiliser notre travail avec ses multiples dérives et bourdes mémorables. Un vrai boulet. D'aucuns me diront, mais que faire alors? C'est pourtant très simple. Il faut informer continuellement encore et encore nos concitoyens sur la réalité du système actuel. Moi, quand je me présente aux législatives en 2012, d'abord, c'est en candidat libre, il n'y a aucun parti politique, mais c'est surtout pour informer les gens, pour avoir une tribune, pour mobiliser des gens. D'ailleurs, c'est extraordinaire. J'ai rencontré une personne il y a 3 mois à Carrefour en faisant des courses qui s'est excusé parce qu'il était, d'ailleurs je le salue, je salue son honneur et sa dignité parce qu'il a eu le courage de dire qu'il s'était planté en soutenant Karim Zeribi et que j'avais raison in fine. Donc on plante des graines, c'est tout. Il faut informer les gens. On n'était pas là pour gagner, vous plaisantez. Vous ne pouvez pas gagner contre Zeribi ou Gibraïel, c'est impossible. Les types, ils ont 5 fourgonnettes, 5 kangous, ils affichent 24 heures sur 24. Ils ont corrompu tout le monde, enfin, c'est de la voyoucratie tout ça. Vous ne pouvez pas rivaliser avec ces gens-là, c'est clair. Il faut les affaiblir, c'est ce qu'il faut faire. Pour ce faire, il faut informer. Donc l'information vaut de l'or, car même si la télé existe et que c'est un outil extraordinaire de désinformation et de lavage de cerveau, absolument personne ne vous oblige à l'allumer. Même si le système politique essaie d'exister par tous les moyens, absolument rien ne vous oblige de voter et de lui donner ainsi du crédit. Il faut donc informer nos semblables sur la réalité du complot maçonnique, les dérives criminelles de Big Pharma. Rien ne vous empêche de remplir votre maison avec des produits toxiques, cancérigènes, à manger des saletés, à prendre des médicaments, etc. La sexualisation constante de la société, il faut dénoncer les différents lobbies qui manipulent les médias et les politiques, la réalité de la volonté de certains à déclarer une guerre mondiale au Moyen-Orient pour des raisons messianistes totalement inconnues du public. Voilà ce qu'il faut faire au quotidien, chers auditeurs. Veuillez accepter, très cher Philippe Péninck, l'expression de mes plus exécrables salutations en vous donnant rendez-vous mercredi prochain, 17 décembre à 21 h,
pour le webisode numéro 4. À très bientôt. Sert aussi à gagner du temps, remplir les espaces médiatiques et à dilapider les ressources de la nation. Mais personne ne s'en soucie. Les hommes politiques sont pour ainsi dire en campagne permanente, car ayant été élus la veille, ils commencent déjà dès le lendemain à préparer la campagne électorale suivante, sans parler du temps qu'ils consacrent durant pratiquement toute une année à organiser meetings et visites, ce qui les empêche de faire le travail pour lequel ils ont été élus et pour lequel ils sont grassement payés. Franchement, pour ceux qui connaissent un peu comment fonctionne le système politique, comme j'ai eu à le découvrir à Marseille au cours de mes activités associatives, ainsi que lors de ma législative en 2012, il est impossible et inconcevable de faire quoi que ce soit pour faire bouger les choses de l'intérieur, c'est-à-dire en jouant le jeu, car tout est verrouillé. Chaque politique dispose de son réseau de clientèle, qu'il a grassement payé, rémunéré ou remercié et qui lui restera fidèle lors de toutes les campagnes suivantes. Pour ce faire, ils offriront la priorité à leurs toutous, des appartements, des CDI et que sais-je encore au niveau de la municipalité ou du conseil général. D'autres exigeront des retours sur subventions ou carrément des enveloppes lors d'attribution d'appartements. C'est la corruption pure et simple. L'affaire de la franc-maçonne Sylvie Andrieux en est un exemple patent et extraordinairement limpide quant au fonctionnement de ce clientélisme politique. Alors on peut citer aussi l'affaire de Serge Dassault, exactement de la même manière à Paris. Cet argent servira à créer des caisses noires afin de pouvoir faire de belles campagnes d'affichage agressives comme celle que nous avons connue en 2012. Car si le budget de la campagne est limité à 70 000 €, il est évident que certains ont dépassé largement ces montants. Il est impossible de rivaliser avec ces voyous qui de surcroît cultivent une certaine connivence avec les médias qui ne cessent de les inviter sur les plateaux télé ou de les interviewer dans les journaux locaux, ce qui ne sera jamais notre cas. On l'a vu pendant ma législative. Ce qui est déconcertant et inquiétant, c'est que le gourou le sait. Et dans une conférence avec Gabriela Dinolfi réalisée à Nice le 10 mars dernier, 2013, il expliquait dans le détail l'absurdité d'une telle décision et ses conséquences. Magnéto, Poupetto. Bah, je l'ai déjà dit, non, franchement. J'ai dit pourquoi. J'ai dit d'abord parce qu'on ne fait pas le poids, parce que la politique est quelque chose de très très pervers, que si je rentrais en politique, je serais un concurrent du Front National, donc ça ne servirait pas à grand chose, et on me mettrait dans cette case, évidemment, par tous les moyens. Que surtout, ce que j'ai expliqué, c'est que la politique, c'est une manière de gagner, de faire rentrer de l'argent par le financement public des partis politiques, ce qui est très pervers. Et il faut de l'argent pour que ça fonctionne. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, il y a des élections locales, c'est là où on peut gagner de l'argent. C'est-à-dire que toi, je vais te demander de te présenter dans ton coin sous l'étiquette égalité réconciliation. Le jour où je vais faire ça, je suis un salaud, je vais foutre ta vie en l'air, je le sais. Tu vas avoir tes gosses qui vont se faire agresser à l'école, on va crever les pneus de ta bagnole, tu vas peut-être être obligé de déménager. À part, je vois se dessiner l'empreinte de votre patte. Je m'explique. Soral s'emporte, il écrit son texte et il publie sans votre aval. Pour calmer les choses, vous passez derrière et vous le convainquez que pour rattraper le coup, il serait judicieux de ne pas aller trop loin et d'essayer de faire des mamours à Marine. Il est évident qu'il a écouté vos précieux conseils, puisqu'il terminera sa prestation pathétique sur RMC par un pitoyable « Je t'embrasse, Marine ». Ainsi, il a commencé son cirque avec le Front National, toujours par votre intermédiaire, et nous avons vu le résultat dernièrement avec les sorties ultra-sionistes et criminelles du franc-maçon Aymeric Choprade, autre récente recrue maçonnique et sa batailliste du franc.
Regardez ma vidéo La mascarade Choprade, ainsi que celle concernant son maître spirituel François Tual, grand maître du rite de Memphis Misraïm, franc-maçon de son état, sabbataïste. Tout ceci a terminé, d'ailleurs, comme il fallait s'y attendre, en procès pour injure publique, un grand classique soraélien. Sans oublier, petit aparté, l'avocat clownesque, franc-maçon Gilbert Collard, qui vient de recevoir les félicitations de la LDJ pour sa défense à ces ridicules d'entités sionistes scélérates. Ce qui va nous permettre maintenant de parler opportunément de la LDJ. J'en ai déjà parlé dans le webisode hors série dans lequel je vous posais la question, cher Philippe, du pourquoi de la présence de la LDJ dans le rassemblement BBR du Front National en novembre 2006, dans lequel Dieudonné était passé vous rendre visite. Il est vrai que vous entretenez des liens plus qu'étroits avec son patron Jean-Claude Nataf, les photos faisant foi. N'est-ce pas merveilleux tout ceci, l'extrême droite qui fricote avec le lobby sioniste? Ceci ne peut être que le résultat de manœuvres maçonniques occultes et je vous soupçonne d'en être. Cher Philippe, si une personne disposant d'une information pertinente à ce sujet, pouvez-vous avoir la gentillesse de nous contacter? Ce serait parfait. Merci d'avance. Concernant les analyses géopolitiques du gourou, il faut dire qu'elles manquent cruellement de finesse et de profondeur, notamment en ce qui concerne la Russie, la Syrie ou la Libye. La Libye de Kadhafi a été massacrée, totalement détruite par l'OTAN et l'Union européenne. Kadhafi a été tué d'une façon ignoble et le désordre y règne depuis que Sarko et Botul ont organisé ce massacre. Nous savons tous que le désordre engendre plus de morts qu'une guerre. Pour ma part, mes positions concernant Kadhafi ont été très claires dès le début. C'était une vraie crapule qui travaillait avec la franc-maçonnerie et j'en veux pour preuve ses liens étroits avec Berlusconi ou Luis Rega dit le sorcier, tous deux membres de la loge P2 et avec qui il a organisé un trafic d'armes, un commerce d'armes plutôt. On sait que la P2 était liée à la CIA, Licio Gelli, l'assassinat de Albino Luciani, le pape Jean-Paul Ier, etc. Donc la P2 était liée à la CIA et à l'OTAN et servait à entretenir la terreur grâce à la stratégie de l'attention ou du stay behind. Tout le monde sait ça, c'est connu de tous. C'est écrit dans des dizaines de livres, anglais, italiens, français, etc. Des écoutes téléphoniques ont prouvé que Kadhafi et Berlusconi participaient à des... malgré le sérieux qui caractérise ce sujet sensible. Le gourou, votre salarié, désireux en effet d'entrer en politique et sachant par ailleurs que cela a toujours été un peu son projet depuis le début, nous allons détailler son parcours politique ainsi que ses analyses bancales tout au long de ces dernières années. Il faut rappeler avant toute chose que le dépressif sénile est fier de dire et de répéter autour de lui qu'il est venu à la politique par la drague de rue. J'avoue ne pas savoir comment expliquer cette déclaration ahurissante, ni comment l'analyser. Comment la drague de rue m'a amené à la culture livresque et à la conscience politique. J'imagine mal qu'une chose pareille puisse être dite sur un plateau télé. Mais c'est ainsi, c'est lui-même qui le dit et l'assume. Cela permet toutefois de mieux comprendre pourquoi on en est arrivé là. Chez Mireille Dumas, il expliquera qu'il est passé de la drague de rue au Parti communiste, sauf que ce passage est des plus obscurs, puisque des journalistes ont essayé en vain de retrouver des traces de cette aventure politique. Je dis cela car le gourou est coutumier du mensonge et de la manipulation. Je vous rappelle ses déclarations hardies et osées sur ses prétendues études supérieures, ou tout simplement, pour ne citer qu'un exemple très récent, la mise en ligne du communiqué frauduleux de la FAPEC, etc. Il y a aussi le vol caractérisé des contenus de plusieurs sites, honteusement siphonnés par Égalité et Réconciliation. Tous ces antécédents fâcheux nous autorisent à douter de la véracité de ses propos. Il dit avoir appartenu à la cellule Paul Langevin au moment de la chute de l'URSS, c'est-à-dire début 90. Sauf que les versions divergent selon les sources. Certains parlent de milieu des années 80, d'autres 90, voire 1994. Un dossier presse, enfin il y a plein de sources qui divergent. Il devrait pourtant être simple, très simple, de trouver les cartes d'adhésion, avec les fichiers complets, les photos et les traces du règlement des cotisations, etc. C'est dire le flou qui entoure cette histoire, peut-être même cette légende. Nous oublions souvent de mentionner son soutien au délinquant Pasqua, voire même à Chevènement, puisque sa fiche Wikipédia indique qu'il a participé à un front regroupant, je cite, Pasqua, Chevènement, les communistes et les ultranationalistes. Passant d'un extrême à l'autre, il finira sa course au Front National. C'est un petit peu le parcours d'un Daniel Cohn-Bendit dans toute une vie politique. C'est-à-dire qu'on commence à la gauche de la gauche pour finir à la droite de la droite avec toujours le même aplomb et tenez-vous bien les mêmes convictions politiques. D'ailleurs, on remarquera aussi un autre, on va dire, point commun, c'est que, bon, c'est vrai que Cohn-Bendit est pédophile, mais Alain Soral a des amis pédophiles assumés comme Gabriel Matzneff qui l'a défendu à plusieurs reprises. Bref,
Mais à la rigueur, nous ne pouvons lui en vouloir politiquement, parce que, sachant qu'en réalité l'échiquier politique n'existe pas du tout, son apparente diversité étant factice et surfétatoire, destinée surtout à tromper les électeurs, puisqu'ils s'agitent et dansent tous au gré du même marionnettiste. Je ne peux par contre ne pas revenir sur les prétentions mégalos du gourou, Plasure en famille, à jouer au golf à vos crescents, et même à investir en commun dans des mines d'argent au Pérou. Tout ceci est écrit dans les journaux. C'est quand même cocasse, ne trouvez-vous pas, qu'un militant d'extrême droite, qui plus est conseiller occulte de la patronne du Front National, soit l'ami intime d'un franc-maçon dégénéré de surcroît membre du Grand Orient de France, le pire ennemi historique de la droite extrême patriotique. De surcroît ministre du gouvernement traître socialo. C'est le pompon, cher Philippe. Qui peut faire mieux comme montage intellectuel aussi paradoxal? Moi j'en connais personnellement, c'est en général les maçons et les banksters. Mais pire que tout, dès que cette sordide affaire Cahuzac a été éventée par les médias, ce sont les déclarations ahurissantes et osées de Marine Le Pen qui sont choquantes, puisque magie de la politique politicienne, elle demandait froidement la démission de tout le gouvernement, la dissolution de l'Assemblée, et j'en passe. Magnéto Poupetto. Personne ne peut imaginer une demi-seconde que le président de la République et le chef du gouvernement n'étaient pas informés depuis plusieurs semaines de la réalité des faits qui étaient reprochés à M. Cahuzac. Il devrait démissionner son gouvernement et il devrait dissoudre l'Assemblée nationale pour qu'encore une fois les Français puissent avoir le dernier mot et pour pouvoir recréer un lien de confiance entre le peuple et sa classe politique. Alors que, comble de l'ignominie, c'était son conseiller le plus proche qui avait ouvert le compte du ministre du budget fraudeur et qu'elle savait tout depuis le début, c'est-à-dire vous-même Philippe Péninck. Il aurait été plus intéressant et juste et sage qu'elle demandât votre démission, cher Philippe, parce que là franchement c'est pathétique votre cirque. Là où vous imprimez votre touche savante, cher Philippe, c'est lors de l'éviction de votre poulain aux élections européennes de 2009 des listes du Front National. Il claquera à la porte du parti avec éclat et même avec violence puisqu'il écrira sur son site internet Égalité Réconciliation le 1er février 2009 un texte intitulé « Marine m'a tué » avec cette faute d'orthographe légendaire faisant référence à l'affaire Omar Haddad. Ce texte qui défile à l'écran est extrêmement violent envers le nouveau Front National dont la présidence sera dévolue prochainement comme en héritage à Marine. Les dynasties politiques n'existent pas qu'en Afrique. Résumons-nous. Il tient Marine pour responsable de son éviction, ce qu'il appelle une gabegie et se déclare victime d'un complot fomenté par elle-même ainsi que son compagnon Louis Alliot. Il traitera ce dernier d'Enrico Macias de Perpignan, rien que ça. Quant à la bande à Marine, il la traitera en ces termes, je le cite, cet agglomérat de multitransfuges, de marchands du temple et de cages aux folles. Pas mal. Il appuiera sur le fait que Marine manque d'autoritarisme et qu'elle est inapte au pouvoir car elle ne l'a pas conquis mais reçu en héritage. Pour finir par la phrase, elle est inapte à exercer le pouvoir pour ne l'avoir pas conquis et que son autoritarisme consistait à couper des têtes pour ne s'en toucher. Bonsoir à tous. Très cher Philippe Péninck, ce soir, nous consacrerons ce 3e épisode au domaine de la politique. Non sans la volonté de faire encore danser votre pouliche, malgré le sérieux qui caractérise ce sujet sensible. Le gourou, votre salarié, désireux en effet d'entrer en politique et sachant par ailleurs que cela a toujours été un peu son projet depuis le début, nous allons détailler son parcours politique ainsi que ses analyses bancales tout au long de ces dernières années. Il faut rappeler avant toute chose que le dépressif sénile est fier de dire et de répéter autour de lui qu'il est venu à la politique par la drague de rue. J'avoue ne pas savoir comment expliquer cette déclaration ahurissante, ni comment l'analyser. Comment la drague de rue m'a amené à la culture livresque et à la conscience politique. J'imagine mal qu'une chose pareille puisse être dite sur un plateau télé. Mais c'est ainsi, c'est lui-même qui le dit et l'assume. Cela permet toutefois de mieux comprendre pourquoi on en est arrivé là. Chez Mireille Dumas, il expliquera qu'il est passé de la drague de rue au Parti communiste, sauf que ce passage est des plus obscurs, puisque des journalistes ont essayé en vain de retrouver des traces de cette aventure politique. Je dis cela car le gourou est coutumier du mensonge et de la manipulation. Je vous rappelle ses déclarations hardies et osées sur ses prétendues études supérieures, ou tout simplement, pour ne citer qu'un exemple très récent, la mise en ligne du communiqué frauduleux de la FAPEC, etc. Il y a aussi le vol caractérisé des contenus de plusieurs sites, honteusement siphonnés par Égalité Réconciliation. Tous ces antécédents fâcheux nous autorisent à douter de la véracité de ses propos.
Il dit avoir appartenu à la cellule Paul Langevin au moment de la chute de l'URSS, c'est-à-dire début 90. Sauf que les versions divergent selon les sources. Certains parlent de milieu des années 80, d'autres 90, voire 1994. Un dossier presse, enfin il y a plein de sources qui divergent. Il devrait pourtant être simple, très simple, de trouver les cartes d'adhésion, avec les fichiers complets, les photos et les traces du règlement des cotisations, etc. C'est dire le flou qui entoure cette histoire, peut-être même cette légende. Nous oublions souvent de mentionner son soutien au délinquant Pasqua, voire même à Chevènement, puisque sa fiche Wikipédia indique qu'il a participé à un front regroupant, je cite, Pasqua, Chevènement, les communistes et les ultranationalistes. Passant d'un extrême à l'autre, il finira sa course au Front National. C'est un petit peu le parcours d'un Daniel Cohn-Bendit, dans toute une vie politique. C'est-à-dire qu'on commence à la gauche de la gauche pour finir à la droite de la droite avec toujours le même aplomb et tenez-vous bien les mêmes convictions politiques. D'ailleurs, on remarquera aussi un autre, on va dire, point commun, c'est que, bon, c'est vrai que Cohn-Bendit est pédophile, mais Alain Soral a des amis pédophiles assumés, comme Gabriel Matzneff, qui l'a défendu à plusieurs reprises. Bref, mais à la rigueur, nous ne pouvons lui en vouloir. Dans des romans, je pense avoir un peu de classe et un peu de talent, et j'en ai trop pour faire de la politique. Je laisse ça à des avocats ratés, et à des gens qui aiment le pognon, etc. Voilà. Et surtout, je donne un instant, je ne veux pas vous foutre dans la merde. Et je vous garantis que si on part en politique et que je joue sur votre naïveté, je vais foutre la vie en l'air de la moitié des gens, d'entre vous. Et je le sais pertinemment. Et là, on aura beaucoup plus d'emmerdes qu'on en a déjà. Et en plus, on n'est même pas sûr de faire des scores, parce qu'en réalité, c'est pas parce que les gens aiment bien ce qu'on fait, qu'ils regardent les vidéos, etc., qu'à un moment dans une élection, ils prétendent toujours voter utile. Et puis en dernier instant, je vais vous le dire, je ne suis pas démocrate. Je pense qu'il est honteux de prendre le pouvoir par les urnes. Dans une autre vidéo, on le voit insulter les politiques en les traitant de mauvais avocats ratés, ne servant qu'à se faire du fric, etc. Magnéto, Poupetto. La politique politicienne, je parle en période de paix, pas en période d'héroïsme guerrier, est une activité, pour moi, de médiocre. J'ai bien trop de talent pour faire de la politique. C'est une activité, dans les démocraties post-industrielles avancées, c'est une activité qui est faite pour les avocats. Ce sont deux raisons pour lesquelles je ne peux pas en faire. Je suis très peu doué pour le mensonge parce que beaucoup trop émotif et beaucoup trop talentueux pour attendre, comme M. Alliot, 10 ans à passer dans le lit de Marine Le Pen, ce qui est quand même une forme de courage, pour finir député européen. Encore une fois, le toxicosénile subutexomane excelle dans le pile-poule en disant une chose et son contraire à peine 1 an d'intervalle, sans que cela n'émeuve ni ne choque grand monde. C'est du Soraël en mode auto-reverse. Sinon, comment expliquer que les vérités d'hier deviennent les mensonges d'aujourd'hui? Il n'a eu pour résultat que de décrédibiliser notre travail avec ses multiples dérives et bourdes mémorables. Un vrai boulet. D'aucuns me diront, mais que faire alors? C'est pourtant très simple. Il faut informer continuellement encore et encore nos concitoyens sur la réalité du système actuel. Moi, quand je me présente aux législatives en 2012, d'abord, c'est en candidat libre, il n'y a aucun parti politique, mais c'est surtout pour informer les gens, pour avoir une tribune, pour mobiliser des gens. D'ailleurs, c'est extraordinaire. J'ai rencontré une personne il y a 3 mois à Carrefour en faisant des courses qui s'est excusé parce qu'il était, d'ailleurs je le salue, je salue son honneur et sa dignité parce qu'il a eu le courage de dire qu'il s'était planté en soutenant Karim Zeribi et que j'avais raison in fine. Donc on plante des graines, c'est tout. Il faut informer les gens. On n'était pas là pour gagner, vous plaisantez. Vous ne pouvez pas gagner contre Zeribi ou Gibraïel, c'est impossible. Les types, ils ont 5 fourgonnettes. Bonsoir à tous. Très cher Philippe Péninck, ce soir, nous consacrerons ce 3e webisode au domaine de la politique. Non sans la volonté de faire encore danser votre pouliche, malgré le sérieux qui caractérise ce sujet sensible. Le gourou
Votre salarié, désireux en effet d'entrer en politique et sachant par ailleurs que cela a toujours été un peu son projet depuis le début, nous allons détailler son parcours politique ainsi que ses analyses bancales tout au long de ces dernières années. Il faut rappeler avant toute chose que le dépressif sénile est fier de dire et de répéter autour de lui qu'il est venu à la politique par la drague de rue. J'avoue ne pas savoir comment expliquer cette déclaration ahurissante, ni comment l'analyser. Comment la drague de rue m'a amené à la culture livresque et à la conscience politique. J'imagine mal qu'une chose pareille puisse être dite sur un plateau télé. Mais c'est ainsi, c'est lui-même qui le dit et l'assume. Cela permet toutefois de mieux comprendre pourquoi on en est arrivé là. Chez Mireille Dumas, il expliquera qu'il est passé de la drague de rue au Parti communiste, sauf que ce passage est des plus obscurs, puisque des journalistes ont essayé en vain de retrouver des traces de cette aventure politique. Je dis cela car le gourou est coutumier du mensonge et de la manipulation. Je vous rappelle ses déclarations hardies et osées sur ses prétendues études supérieures, ou tout simplement, pour ne citer qu'un exemple très récent, la mise en ligne du communiqué frauduleux de la FAPEC, etc. Il y a aussi le vol caractérisé des contenus de plusieurs sites, honteusement siphonnés par Égalité et Réconciliation. Tous ces antécédents fâcheux nous autorisent à douter de la véracité de ses propos. Il dit avoir appartenu à la cellule Paul Langevin au moment de la chute de l'URSS, c'est-à-dire début 90. Sauf que les versions divergent selon les sources. Certains parlent de milieu des années 80, d'autres 90, voire 1994. Un dossier presse, enfin il y a plein de sources qui divergent. Il devrait pourtant être simple, très simple, de trouver les cartes d'adhésion, avec les fichiers complets, les photos et les traces du règlement des cotisations, etc. C'est dire le flou qui entoure cette histoire, peut-être même cette légende. Nous oublions souvent de mentionner son soutien au délinquant Pasqua, voire même à Chevènement, puisque sa fiche Wikipédia indique qu'il a participé à un front regroupant, je cite, Pasqua, Chevènement, les communistes et les ultranationalistes. Passant d'un extrême à l'autre, il finira sa course au Front National. C'est un petit peu le parcours d'un Daniel Cohn-Bendit dans toute une vie politique. C'est-à-dire qu'on commence à la gauche de la gauche pour finir à la droite de la droite avec toujours le même aplomb et tenez-vous bien les mêmes convictions politiques. D'ailleurs, on remarquera aussi un autre, on va dire, faire alors. C'est pourtant très simple. Il faut informer continuellement encore et encore nos concitoyens sur la réalité du système actuel. Moi, quand je me présente aux législatives en 2012, d'abord, c'est en candidat libre, il n'y a aucun parti politique, mais c'est surtout pour informer les gens, pour avoir une tribune, pour mobiliser des gens. D'ailleurs, c'est extraordinaire. J'ai rencontré une personne il y a 3 mois à Carrefour en faisant des courses qui s'est excusé parce qu'il était, d'ailleurs je le salue, je salue son honneur et sa dignité parce qu'il a eu le courage de dire qu'il s'était planté en soutenant Karim Zeribi et que j'avais raison in fine. Donc on plante des graines, c'est tout. Il faut informer les gens. On n'était pas là pour gagner, vous plaisantez. Vous ne pouvez pas gagner contre Zeribi ou Gibraïel, c'est impossible. Les types, ils ont 5 fourgonnettes, 5 Kangoo, ils affichent 24 heures sur 24. Ils ont corrompu tout le monde, enfin, c'est de la voyoucratie tout ça. Vous ne pouvez pas rivaliser avec ces gens-là, c'est clair. Il faut les affaiblir, c'est ce qu'il faut faire. Pour ce faire, il faut informer. Donc l'information vaut de l'or, car même si la télé existe et que c'est un outil extraordinaire de désinformation et de lavage de cerveau, absolument personne ne vous oblige à l'allumer. Même si le système politique essaie d'exister par tous les moyens, absolument rien ne vous oblige de voter et de lui donner ainsi du crédit. Il faut donc informer nos semblables sur la réalité du complot maçonnique, les dérives criminelles de Big Pharma. Rien ne vous empêche de remplir votre maison avec des produits toxiques, cancérigènes, à manger des saletés, à prendre des médicaments, etc. La sexualisation constante de la société, il faut dénoncer les différents lobbies qui manipulent les médias et les politiques, la réalité de la volonté de certains à déclarer une guerre mondiale au Moyen-Orient pour des raisons messianistes totalement inconnues du public. Voilà ce qu'il faut faire au quotidien, chers auditeurs. Veuillez accepter, très cher Philippe Péninck, l'expression de mes plus exécrables salutations en vous donnant rendez-vous mercredi prochain, 17 décembre à 21 h, pour le webisode numéro 4. À très bientôt.
transfuge, de marchand du temple et de cage aux folles. Pas mal. Il appuiera sur le fait que Marine manque d'autoritarisme et qu'elle est inapte au pouvoir car elle ne l'a pas conquis mais reçu en héritage. Pour finir par la phrase, elle est inapte à exercer le pouvoir pour ne l'avoir pas conquis et que son autoritarisme consistait à couper des têtes pour ne s'entourer au final que de courtisans et d'imbéciles. D'ailleurs, c'est la stratégie qu'a réalisée Soral à la tête d'Égalité et Réconciliation, puisqu'il n'y a absolument plus de cadre dans cette association, hormis quelques-uns, mais c'est très loin d'être suffisant. Enfin, il enfoncera le clou en assimilant le marinisme social à l'antisionisme du PS ou au gaullisme de l'UMP, autrement dit un oxymore. Analyse très juste et objective de ce qu'est le Front National de 2009, sauf que, comme toujours, Soral a le chic de pilpoliser à volonté, puisque le 9 février, 8 jours, le 9 février suivant sur RMC, 8 jours seulement après ce texte, dans l'émission des Grandes Gueules, il sera l'invité surprise qui, au téléphone, interviendra dans l'émission de Marine Le Pen. Son passage apparaît tellement extraordinaire, tellement époustouflant, lorsque l'on prend le temps de lire son fameux texte Marine m'a tué, écrit 9 jours avant, que j'estime vraiment nécessaire de le passer, ici et maintenant. Magnéto Poupetto. Alors, au minimum. D'accord, Marine Le Pen, vous restez avec nous parce que c'est le coup de fil dans les GG, le coup de fil surprise. Et pour vous, Marine Le Pen, en direct dans les Grandes Gueules, nous avons Alain Soral avec nous. Ça m'a étonné. Qui rate une occasion de se faire de la pub. Vous savez bien que nous, on a mauvais esprit en plus. Alain Soral, bonjour. Lui aussi, parfois. Bonjour. Merci d'être avec nous, Alain Soral. Il faut rappeler pour ceux qui avaient loupé les derniers épisodes qu'Alain Soral avait rejoint le Front National pendant la campagne présidentielle et qui vient de quitter le Front National. Alain Soral. Oui, j'ai quitté le Front National, mais c'est absolument pas pour m'opposer à lui. Je dis et je le répète haut et fort que le Front National est le meilleur mouvement d'opposition politique en France et que j'irai voter dans le Sud-Ouest aux européennes pour le Front National. Je vais simplement rappeler un extrait de votre lettre ouverte que vous avez donc écrit il y a peu de temps et puis ensuite vous poserez une question directement à Marine Le Pen. Voilà ce que vous écriviez: pour mettre le front en ordre de bataille afin d'aller collaborer à la réélection de Nicolas Sarkozy, la bande à Marine doit impérativement liquider ce qui faisait le front de papa, virer tous les opposants authentiques du système, qu'ils proviennent de la vieille droite des valeurs ou de la vraie gauche sociale, qui est votre cas, Alain Soral, c'est ça? Oui, mais ça, c'est des... Quand je suis à l'intérieur du Front National, je m'engueule avec Marine Le Pen. À l'extérieur, face à vous et face à vos méthodes, je la soutiens inconditionnellement. J'estime qu'elle fait un très bon travail. Et ce qu'elle vient de dire tout à l'heure sur le plan économique, social, sur la confusion entre lutte contre l'immigration et racisme, qui est très pervers, je suis 100% d'accord avec ce que je viens d'entendre et ce qu'elle vient de dire, et c'est totalement ma ligne. D'accord, mais Alain Soral, pourquoi est-ce que vous n'êtes pas candidat aux européennes finalement, parce que vous êtes d'accord sur plein de choses? Mais ça, c'est les problèmes de pesanteur d'appareil. Je pense effectivement que j'aurais été un meilleur opposant à M. Besancenot, notamment en Île-de-France.